Bonjour à vous, c'est Mourad Loussif Et Jaya Girard. et on est ravis de vous accueillir aujourd'hui dans la continuité de la ronde des interviews des 56 couples, les noces alchimiques au sein du couple. Et aujourd'hui, nous accueillons Guillaume et Amala qui sont nos invités. Et Guillaume est kinésiologue et pratique aussi la médecine tibétaine et aussi le chamanisme. On est vraiment heureux de t'accueillir, Guillaume. Et Amala aussi. Bienvenue à toi. Toi, donc, tu es thérapeute onirique et autrice. Vous allez certainement nous en dire plus, mais en tout cas, bienvenue à tous les deux. Bonjour à vous deux. Merci. Hello, merci. Est-ce que vous voulez nous partager un petit peu plus justement par rapport à, voilà, à qui vous êtes et vos pratiques en tout cas? Parce que toi, Amala, je sais que par rapport à tes pratiques, tu as une école, donc c'est pour les femmes, hein, l'école des mystères. Est-ce que tu veux nous en dire davantage dans un premier temps? Mhm. Donc, j'ai toujours été très, très portée par le sacré et par le travail des archétypes, en fait, le travail archétypal, comment se plugger à ces énergies universelles, comme vous faites avec le tarot, en fait, nous permet de déployer vraiment notre souveraineté et atteindre cette union intérieure dont tu parles si bien avec les noces alchimiques. Et donc, j'ai fondé cette école des mystères qui est un processus initiatique vraiment dans la lignée des anciennes écoles des mystères de l'Égypte antique, etc., où on vit des rites des mystères qui touchent à des archétypes fondamentaux de la transformation, enfin, du processus alchimique au travers d'archétypes du féminin. Donc voilà, je suis vraiment dédiée au renouvellement du sacré dans nos vies, au travers du travail des rêves, qui est le travail de l'inconscient, et donc de ces images de l'inconscient au travers des archétypes. Yes. Merci. Et toi, Guillaume, du coup, est-ce que tu veux nous en dire Oui. davantage sur la kinésiologie, le chamanisme et la pratique de la Ouais. médecine tibétaine? En fait, je suis arrivé d'abord à rencontrer la kinésiologie parce que j'étais en faculté de droit. Et bon, disons que ce n'était pas forcément mon élément. J'ai été consulté moi-même une kinésiologue et j'ai trouvé ça super. Et je suis commencé à m'intéresser aux approches, je dirais, qui font le lien entre l'aspect spirituel, l'aspect énergétique des individus et les problématiques physiques ou les problématiques de vie. Et ce qui m'a amené à rencontrer Nedjor Pasherab, qui m'a formé à la médecine traditionnelle tibétaine. J'ai fait des études aussi en ostéopathie fluidique, en chamanisme aussi pas mal. J'ai pas mal étudié au niveau du chamanisme. Et donc, voilà, j'ai plusieurs écoles de kinésiologie qui proposent des formations en kinésiologie et des méthodes complémentaires. Et j'accompagne pas mal de personnes à travers de stages, d'ateliers, ce genre de choses. Ouais. Yes, merci à Merci, toi. Guillaume Inspirant. Et aujourd'hui, on vous retrouve donc pour, voilà, comme disait Mourad, pour la continuité, voilà, de cette ronde où est à l'honneur justement le couple. Donc là, c'est votre couple en tout cas qu'on reçoit et avec honneur justement, avec joie. Et justement, au sein de votre couple, comment justement s'exprime cette danse, voilà, de l'amour, ces noces alchimiques, voilà, entre de l'homme, de la femme, voilà, que vous êtes? Intéressant comme question. Vaste sujet. On a la particularité avec Guillaume de travailler dans des univers qui se rencontrent facilement. Et donc, c'est vrai que la conscience de notre couple fait partie intégrante de notre travail et c'est vraiment un terrain de jeu, en fait, pour nous, un terrain d'exploration, de jeu, et c'est un terrain de croissance incroyable parce que on travaille au même endroit, on travaille beaucoup de chez nous et puis dans des formations qu'on donne, mais on est beaucoup en interaction, beaucoup en questionnement ensemble et c'est vrai que on évolue énormément en fait grâce à notre couple, à tous les questionnements, à tous les besoins. Enfin, je crois qu'on a cette chance dont on est très conscient, mais qu'on nourrit aussi et que Guillaume n'aime pas nommer une chance parce qu'on y travaille. Enfin, on met beaucoup de cœur et d'énergie à ça. Donc, ce n'est pas tombé des cieux, mais on communique énormément. On est beaucoup, beaucoup dans le partage de nos vulnérabilités, dans le partage de nos besoins, de nos désirs.
Et je crois que ça, c'est vraiment le ciment de notre couple. C'est cette capacité à vraiment se mettre en lien de cœur à cœur et à parler depuis là et à se sentir en totale confiance, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que la base, le commencement du couple démarre avec chacun, avant qu'on se mette vraiment dans la dynamique du couple, avec un gros travail individuel sur la question de ce qu'est vraiment l'amour. Et ça a été vraiment, je pense, qui a permis la rencontre authentique, parce que souvent, on est plus en relation avec les idées que l'on se fait sur une personne que vraiment avec la personne. Et par le travail, de mon côté, une relation de couple de plusieurs années finalement qui n'a pas donné de fruits et donc qui m'a amené dans de la souffrance et donc à comprendre pourquoi j'en étais arrivé là. Du côté d'Amala, des expériences de vraies réflexions sur le couple qui lui ont permis aussi de poncer cette question de l'amour de soi, l'amour de l'autre. Et c'était intéressant parce qu'il y avait une valeur commune au moment de la rencontre qui était une valeur de vérité. C'est quoi l'amour, c'est quoi la vérité de l'amour, et qui ne pouvait pas être... on ne pouvait pas faire l'économie de se rencontrer dans nos vulnérabilités, c'est-à-dire vraiment la conscience des masques, et derrière, qu'est-ce qu'il y a, ces masques-là. Et on a vraiment, je crois, ce qui a vraiment créé ce ciment, qui est une fondation précieuse, c'est cette rencontre authentique au-delà de tous les jeux de séduction, de tous les jeux de profonde vulnérabilité et d'une volonté commune de faire l'expérience de se rapprocher au plus près des sources même de l'amour dans l'expérience du couple. Ce qui a été aussi notre force, je pense, c'est que notre relation a commencé par une évidence de la rencontre, c'est-à-dire qu'il y a eu un coup de cœur, enfin une reconnaissance d'âme très très forte, mais on était tous les deux engagés dans d'autres relations. Et donc, notre terrain a commencé par vraiment une amitié hyper sincère. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé à consolider les fondations de notre relation, c'est qu'on n'a pas commencé par ce dont j'avais l'habitude, plus des jeux de séduction ou voilà, ce qui se passe entre deux animaux, quoi, qui se cherchent, qui se reniflent et cette partie-là a été, on se l'est autorisé plus tard en fait. Et du coup, il y avait une vérité très, très profonde entre nous parce qu'elle dépassait le gendre, quoi, quelque part. Donc, je crois que ça a été notre force aussi, au départ. C'est intéressant. Alors, déjà, je trouve que cette question, justement, de l'amitié, ça me fait penser à une phrase que répétait Tségara Rinpoché, en fait, justement, par rapport au couple. Et il disait, soyez d'abord de bons amis. Et j'aimais beaucoup ça parce que moi, je venais aussi d'un espace un peu où l'amour, c'était fusion, attraction, fusion, et puis finalement, souvent explosion. Et le fait d'entendre d'un maître bouddhiste tibétain, soyez d'abord de bons amis, apprenez à vous connaître. Et en plus, le couple, il y a le côté un peu épicé, un petit peu pimenté, qui fait que c'est autre chose que de l'amitié aussi. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà, ça me fait penser à moi, ça. Ça a été vraiment ça a été ça a été le moyen pour moi vraiment de me mettre en vulnérabilité tout de suite, en intimité de cœur, plutôt que dans mes peurs du couple et effectivement de la fusion ou de la diffusion et tous mes anciens schémas familiaux, transgénérationnels ou d'expérience de vie. Ça a permis vraiment un terrain très très bienveillant et c'est très beau cette citation, ça me parle bien. Ça me donne envie en tout cas de vous poser aussi une question par rapport à ça, le fait de d'abord vous connaître justement en tant qu'ami et après vous passer justement en couple. Quel a été en fait pour vous justement le déclic en fait du passage? Il est très très clair le déclic. J'étais voilà un déclic qui arrive, un enfant, un bébé. Chouchou, on est occupé avec la musique et tout le bazar. Chouchou, on est ça occupé. peut être dans le bêtisier. Ouais, on pourra le mettre. On peut le garder comme ça. Tu veux bien Non. Tu peux dire bonjour. Tu peux dire bonjour si tu veux. Tu veux pas? Ouais, attends. Donc, c'était mignon qu'il apparaisse au déclic. Donc, je reprends pour le montage.
Ah oui. Donc, non, il y a eu un déclic, en fait, très joli dans notre histoire. C'est que moi, j'étais comédienne dans une première vie, metteuse en scène et coach d'acteur. Et j'ai quitté cette vie-là dans un besoin de retrouver du sens profond et un appel spirituel très fort. Je me suis très fort engagée sur le yoga et j'avais des maîtres euh, dans le Kashmir Shaivisme, etc., qui m'ont beaucoup aidée. Et j'étais en Inde pendant 6 mois et en fait, j'ai eu un rêve que j'ai eu besoin de partager à Guillaume, où sa présence a été très significative et, et je ne savais pas du tout où j'allais aller, ni ce que j'allais devenir. C'était vraiment une phase de déconstruction totale. Et ce rêve est vraiment venu comme un message, une prochaine étape, parce que c'est ce qui m'a donné envie de revenir en fait en Belgique pour le voir, avant de repartir dans un autre pays. Donc c'est ce rêve en fait qui a commencé à ouvrir la porte à une autre dimension de notre relation. Ouais. Moi, à ce moment-là, j'étais en séparation. Donc, je reçois son partage. Et c'était intéressant parce que j'étais dans un blocage où j'étais convaincu que je ne pourrais pas l'intéresser. Donc, d'où le fait que j'étais aussi bien, moi, dans cette relation d'amitié. Et petit à petit, voilà, il y a eu... c'était autour du tarot, justement. Autour du tarot, des cartes qu'on piochait, hop, la carte de l'amoureux, ou voilà, des trucs. Et où, à un moment donné, j'ai exprimé davantage mon ressenti ou certains sentiments, et où alors, du coup, ça a pu passer à une autre fréquence, quoi, de la C'est un beau relation. moment. Ouais. Où tout d'un coup, on a ouvert la porte à autre chose. On est tous les deux tombés des nues, que l'autre puisse ressentir la même chose ce qu'on ne s'avouait pas. C'était un beau moment. Au travers de Merci la pour carte des ce, amoureux. ouais, je trouve ça touchant et moi ça me fait penser peut-être que j'ai commencé à connecter les cartes aussi et le tarot grâce à toi, Jaya. Avant, voilà, c'était. Et il y a une autre question qui me vient quand vous partagez cet espace de vulnérabilité, en fait, et voilà, qui me paraît aussi important. C'est-à-dire, en fait, voilà, comment est-ce que ça va s'exprimer? C'est-à-dire, quand vous ressentez de la vulnérabilité, vous vous autorisez à le formuler à l'autre, vous dépassez la peur, cette peur, vulnérabilité. Est-ce que ça peut se passer? Mais je crois que dès le début de la relation, on a réussi à ouvrir un espace d'accueil vraiment de façon inconditionnelle de ce que l'autre pouvait ressentir, vibrer, travailler en lui-même, indépendamment de la relation, mais aussi au sein même de la relation. Et ça se traduit par aussi un gros travail sur la façon de communiquer, de telle sorte qu'on arrive à déposer avec le plus de conscience possible. Bien sûr, des fois, ça dérape, hein, c'est la faute de l'autre, mais bon, on essaie de se rattraper pour déposer qu'est-ce que l'univers nous propose comme expérience pour grandir en amour, grandir en conscience dans ce qui se joue là. Parce que le couple, c'est finalement c'est l'association, c'est du partenariat de croissance intérieure, quoi. Et donc de pouvoir déposer de façon complètement authentique, que ce soit une peur, que ce soit en prenant du recul, des fois une jalousie, que ce soit en déposant un désir, en déposant une honte, en déposant un besoin, euh, entre l'autre et soi, pas forcément en le jetant sur l'autre ou en l'imposant à la relation, et de voir comment qu'est-ce qu'on en fait ensemble, et comment en fait ensemble on va en prendre soin, ou alors dans quelle mesure on va décider ensemble que c'est ma responsabilité. Mais du coup, la quête de vulnérabilité et l'expression de cette vulnérabilité, pour moi, ça a été... je suis convaincu dans ma croyance, ma vision de notre relation, que s'il n'y avait pas ça, il y aurait un manquement assez accru, quoi. Oui, c'est vraiment... on attache énormément d'importance à ça entre nous. Tu parlais de clés ou de comment l'exprimer. Un autre ciment de notre couple qui a été vraiment une bénédiction, c'est que moi, je suis formée au Voice Dialogue. Et à l'époque où on s'est mis ensemble, j'étais en formation sur l'accompagnement des couples.
Et en fait, ça nous a permis d'avoir énormément de conscience justement des schémas relationnels dans le couple, de l'énergétique du couple, et de à quel point le couple, pour nous, n'existe que sur la base de cet échange au niveau de cette vibration si particulière de la vulnérabilité et de l'intimité émotionnelle, quoi. Donc oui, on a beaucoup d'outils. C'est pour ça qu'on écrit un livre aujourd'hui sur le couple. On a beaucoup d'outils qui nous servent énormément au quotidien. Et il y a vraiment cette idée, et je suis sûre que c'est ce qui ressort aussi beaucoup pour vous dans ces interviews, mais il y a vraiment cette idée il y a une très belle citation qu'on a quelque part dans la maison qui dit que l'amour, c'est comme un jardin qu'il faut l'entretenir tous les jours, comme un rosier, je pense. Et nous, on a un couple très, très solide et très, très uni. Et quand les gens nous l'envient ou nomment, voilà, vous avez de la chance, et c'est là où Guillaume répond non, c'est pas de la chance, c'est vraiment un travail au quotidien. Parce qu'on consacre énormément d'espace et de temps au quotidien à notre couple, en fait. C'est vraiment un pilier de notre quotidien, quoi. C'est Jacques Salomé qui disait... Quand tu dis justement au quotidien, juste parce que quand j'entends comme ça, moi, ça me questionne à me dire, justement, dans le quotidien, en gros, combien de temps, enfin, si je peux le nommer comme ça, ou qu'est-ce que... C'est un temps de communication, justement, dans cet espace de vulnérabilité, intimité que vous octroyez chaque jour. Comment, justement, ça s'entretient? Comment vous, en tout cas, vous l'entretenez au quotidien, en fait, comme ça? C'est toutes les choses qu'on essaie de décortiquer, justement, dans le livre pour être très concret. Ça nous tient à cœur d'être très concret. Mais moi, je pense qu'une toute petite goutte essentielle à mettre dans son couple au quotidien, c'est le regard. Et on commence jamais une journée, Guillaume et moi, sans vraiment passer un moment à se regarder. Comme si on pouvait, enfin, on commence, c'est notre moyen de commencer la journée en lien. Pourtant, on a 2 enfants en bas âge, donc c'est intense. Mais si on prend pas ce moment, c'est comme si on était déconnecté et que c'est le Tao, quoi. C'est cette belle histoire de l'homme qui revient à ramener la pluie, le faiseur de pluie qui revient à ramener la pluie en disant « j'étais pas en Tao quand je suis arrivée dans le pays, puis je me suis mis en Tao avec le pays, et la pluie est revenue ». Et c'est comme notre Tao entre nous au quotidien, il passe beaucoup par le regard et le toucher. Ça ne doit pas être nécessairement long, hein, parce que c'est le matin, c'est vraiment juste en fait de se relier et par un bonjour, mais un vrai bonjour, pas le bonjour formel, hein, une vraie reliance. Et puis, il y a quelque part une intention commune qui est nourrie, qui fait partie de la base, qui fait partie de la vie commune, qui est de vraiment honorer, protéger et de nourrir la dimension du couple. Et après, par nature, en fait, comme l'intention est posée, l'univers va essayer de servir ça. Et il y a des défis qu'aujourd'hui, en tout cas moi, j'ai du plaisir à traverser avec Amala, que ce soit des défis personnels mais que je lui partage, que ce soit des fois des défis à 2, parce que la magie du couple, c'est que l'autre nous fait travailler. Donc, du coup, il nous offre ce cadeau-là. Et on a cette conscience que les choses ne nous arrivent pas à nous, elles arrivent pour nous. Et donc, ce qui nous arrive pour nous, tous les jours, on a des opportunités de grandir, que ce soit sur les choses douces ou que ce soit sur les choses révélatrices, on va dire ça comme ça. Il y a une autre chose qui, moi, me tient très à cœur, évidemment, et dont je parle beaucoup dans mes livres, c'est si vous voulez vraiment connaître quelqu'un et être en intimité avec cette personne, partagez vos rêves. Parce qu'on peut parler pendant des heures, mais si on partage les rêves qu'on a la nuit en particulier, parce que là, c'est vraiment le travail de l'inconscient, on est en intimité tout de suite avec les choses les plus fortes que la personne est en train de vivre. Et ça, c'est, d'après moi, un ciment très, très fort de notre couple, c'est que presque tous les matins, on passe un temps à partager nos rêves. Et du coup, on sent où est l'autre, on sent où on est soi, et on peut se rencontrer, pas à l'endroit où on voudrait rencontrer l'autre, mais vraiment où on est, en fait, l'un et l'autre. Et du coup, cette connexion se fait aussi au travers des rêves. Et pareil, c'est loin d'être laborieux, c'est... je prends ma douche, elle me partage son rêve. Enfin, ça reste dans le mouvement du quotidien. Parce que si on a l'idée qu'il faut s'arrêter 45 minutes tous les matins,
pense pas moi, j'aurais du mal à le faire. Mais c'est pour ça que je vous ai posé la question, parce que sur cette question-là, en vous entendant, on peut, enfin, pour tout le, voilà, toute la communauté qui va aussi vous regarder, qui vous regarde là actuellement, ça peut justement éveiller, waouh, quotidien, et du coup, mais comment? Et donc, en fait, dans ces précisions-là, oui, ben, en tout cas, j'entends vraiment qu'il y a quelque chose de naturel, simple, et en même temps, voilà, c'est intentionné, et c'est, voilà, ça s'acte. C'est pas nécessairement formel. Et là, enfin, en tout cas, merci pour ces joyaux là que vous nous partagez. On est déjà dans cette deuxième question justement qui sont les ingrédients c'est quoi justement pour vous les ingrédients d'une vie de couple vitale, enrichissante, épanouissante. Alors voilà, le regard, le toucher, le rêve, l'intimité, etc. Vous pouvez en développer davantage? Oui, il y a un truc que je trouve hyper intéressant. Bon, alors, pour ceux qui connaissent un peu, moi, j'ai Vénus en Scorpion. Donc, j'aime bien l'intensité, j'aime bien les profondeurs et j'aime bien l'expérience de mettre de la lumière dans ces ombres. Et je trouve ça très intéressant, Amala, partagé par rapport aux rêves. Mais nos rêves nous parlent de notre inconscient et des fois des choses inavouées ou des trucs. Pour moi, la quête de faire le travail de nos ombres avec l'autre comme partenaire, que ce soit sur certains désirs, certaines dimensions de fantasmes, certaines approches de honte qu'on peut avoir sur des croyances limitantes ou des dimensions traumatisantes que l'on peut déposer, crée un ciment hyper puissant parce que si l'autre est capable de le recevoir, c'est aussi une vraie capacité de recevoir ces trucs-là. Parce que l'autre va peut-être avoir à un moment donné l'expression au travers d'un rêve, au travers d'un travail, au travers d'une méditation, ou d'un manquement, d'un désir particulier. Et souvent, ça va se projeter sur une objectisation extérieure. Ça peut être une autre personne que le conjoint, ça peut être un désir d'un changement de vie alors qu'on est ancré dans sa vie familiale. Et je trouve ça intéressant de l'amener dans la dimension du couple, de comprendre qu'est-ce que ça représente pour nous. Et derrière, ça représente plus d'intensité, plus d'exploration, plus de jouissance, plus de tout ça. Et de voir comment le partenaire peut venir œuvrer lui aussi pour du coup coopérer à cette recherche de plus d'intensité, plus de... Et donc, la quête du travail de l'ombre pour y amener de la lumière, je trouve ça hyper intéressant. Il faut avoir les bons outils. Idéalement, c'est d'être accompagné, que ce soit cadré. Mais une des façons, c'est vraiment, je trouve, au travers des rêves ou au travers du partage de, clairement, on se met face à face et je dépose tous les espaces en moi que je sens être fragiles à l'autre, en étant dans un espace du cœur, tous les espaces que je sens être des désirs que j'ai. Je les dépose simplement et je vois comment l'autre les accueille. Et je peux nommer si j'ai de la honte à déposer un désir ou si j'ai peur que l'autre y réagisse. Et de vraiment rentrer dans cet échange et de cette capacité d'accueil, je trouve que c'est hyper puissant. En tout cas, c'est ce qui m'a vraiment fait grandir ici dans notre dimension et ce qui me fait grandir individuellement aussi. Une autre clé, un autre, tu parlais de comment au quotidien nourrir le couple. Quelque chose qui est vraiment important pour nous, c'est on a un rituel où tous les 2 mois, on part en week-end tous les deux et on quitte le quotidien en fait. Et c'est vraiment une priorité en fait dans notre vie, malgré que voilà, il faut s'organiser autour des enfants, etc. Mais on se donne ce rendez-vous pour juste être ensemble et pas toujours être dans le faire. Et ça, je crois que beaucoup de couples pourraient vivre très différemment. Je pense surtout aux couples parentaux, hein, parce qu'on se met beaucoup dans des rôles de faire dans ces cas-là. Mais pourrait vraiment être vécu différemment si c'était une priorité et une obligation d'avoir des moments comme ça, pas juste pour le fun, découvrir une nouvelle ville et être encore dans du faire, mais juste être ensemble, dans de l'être et se reconnecter au pourquoi on est ensemble et à cette intention sacrée qui nous relie, quoi. Ça me fait penser à juste effectivement ce bel outil de partir tous les 2 mois justement en week-end, et juste avant ce que vous partagiez sur l'ombre et la lumière, et donc ça évoque évidemment cette question de confiance en fait, parce que, voilà, donc la confiance déjà en soi-même, oser, et la confiance aussi
comment est-ce que ça va être reçu? Et si c'était pas reçu comme... Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur cette question de confiance? Mais ouais, c'est c'est difficile pour moi à répondre parce que souvent par exemple, quand je dis aux autres que je doute beaucoup, ils sont très surpris parce que j'ai beaucoup de lions dans mon thème et donc voilà, j'ai une forme de puissance, je sais affirmer ce que je veux, etc. Mais j'ai beaucoup d'eau. En fait, je suis cancer scorpion, signe lunaire et ascendant. Et donc, j'ai vraiment voilà, cette intimité avec mes émotions, elle est très présente aussi. Et avec Guillaume, et parfois ça peut être trop aussi pour lui, mais je dépose voilà, mes doutes et mes peurs dans un cadre qui lui convienne pour pas non plus le submerger, mais j'ai une confiance infinie, quoi. Enfin, c'est pas, j'arriverai même plus dans notre couple à parler de ça parce qu'il y a vraiment une sensation et bon là c'est très intime, mais je vis vraiment cette rencontre comme un double ou une âme sœur, enfin peu importe le mot qu'on met dessus, mais c'était instantané en fait. On a dans notre première rencontre avant cette histoire d'amitié, il y a eu vraiment une rencontre d'âme, un moment vraiment photographique de rencontre où on a eu un regard. Et pour moi, la confiance, elle a commencé là, en fait. Et j'ai jamais pu me mettre à nu dans une relation comme c'est le cas dans notre relation. Et j'ai même le vertige à repenser à mes anciennes relations en comparaison du degré d'intimité qu'on vit ensemble, parce que c'est... Oui, donc je réponds mal à ta question. Mais ce qui est intéressant, c'est si on prend les ingrédients qui ont C'est parfait. si on prend les ingrédients qui ont permis ça, parce qu'on a eu des stages quand on était en France avec des couples qu'on accompagnait sur un modèle des 4 saisons, avec l'idée, c'était vraiment que le but, c'est que l'énergie circule dans un couple. Et il y avait un exercice qui était important pour créer cette confiance, qui était la dimension du contrat de couple. Parce que n'importe quelle association, n'importe quel jeu, échange relationnel, si la structure n'est pas nommée, du coup, il n'y a pas de règle, donc tout est possible. Mais en fait, et on croit que l'autre est comme nous. Mais ce n'est pas vrai, en fait, l'autre n'est pas comme nous. Et donc, c'est important de définir le contexte, le rythme, un peu les règles du jeu. Et ce contrat de couple permet de définir comment on dépose les choses, quelles sont un petit peu les choses qui, ça va me blesser si l'un de nous va vers ça, quels sont les besoins que j'ai besoin de trouver, et donc de définir en fait ensemble un peu le blason de l'énergie du couple, un peu la structure, les endroits qui sont douloureux et que je ne me sens pas prêt d'y aller, les endroits où je sens que j'ai besoin d'être nourri. Et donc, ce qui crée ce climat de confiance, c'est de définir ensemble les règles du jeu. À plein d'égards, des choses que j'ai envie d'explorer, peut-être dans l'intimité, et de voir comment on se rencontre dans tout ça. Ça me donne envie de rebondir. En fait, justement, en vous posant la question, ça m'a rappelé justement un élément de la confiance qui a complètement changé. Moi, avant, je pensais que la confiance c'était justement avoir cette espèce voilà, de bloc où je sais, ça y est, j'ai confiance. Et aujourd'hui, c'est la confiance et le doute peuvent vraiment être amis parce que la confiance pour moi c'est quelque chose j'ai confiance dans ma capacité à pouvoir vivre, tomber, me relever, etc. Et ce qui me permet d'oser l'expérience. Et je vis vraiment ma confiance dans cet espace-là aujourd'hui. En tout cas, merci de rappeler justement au niveau des règles du jeu, voilà, de bien définir les règles du jeu en amont, ce qui permet de poser un cadre finalement. Voilà, vous savez comment jouer, même si après il y a des imprévus. Et merci Yamala aussi pour ton partage tout à l'heure que j'ai trouvé parfait et frissonnant. Tout mon corps était avec toi pleinement. Et moi, c'est en quoi j'ai envie de vous questionner par rapport à ce que vous disiez là. C'est au tout début, à un moment donné, Guillaume, tu as pu nommer justement, oui, mais à des moments, ça nous arrive aussi je sais plus comment tu as dit ça, mais projeter, oui, de projeter, c'est la faute de l'autre. Donc, ce qu'on peut nommer aussi parfois se prendre les pieds dans le tapis. Quand ça vous arrive, justement, concrètement, souvent, c'est quel élément déclencheur qui vous fait, entre guillemets, tomber là-dedans? Et comment aussi vous relevez de ça, en fait? Ouais.
Alors, ce qui est intéressant, ça me permet de faire le lien, hein, mais souvent, on vit une relation de couple en portant nos ancêtres avec nous, qui nous lèguent généreusement hein, plein d'expériences, de croyances, de choses. Et je vais prendre un exemple plus ou moins concret, c'est que j'ai la chance que mes ancêtres m'aient légué une tendance à la jalousie, très intéressante, qui me permet de faire l'expérience, de me forcer à grandir en confiance, justement, on en parlait juste avant. Et ce qui est intéressant dans le travail que Amala fait dans les rêves, quand elle en parlera mieux que moi, mais l'inconscient va exprimer sans détour des frustrations ou va y répondre à des besoins sans se prendre la tête. Et donc, là où elle pourrait, elle, être en quête d'un profil masculin, mais dans son énergie masculine, elle pourrait vivre un rêve avec plein d'intensité, d'intimité, avec un profil masculin dans son rêve. Et elle va me le déposer, par exemple, le matin. Donc, elle m'offre l'opportunité, voilà, on travaille les ombres à ce moment-là. Moi, ça va créer une réaction complètement irréaliste, parce qu'on est sur le travail de l'inconscient. En soi, et pourtant, ça me met au travail. Et en fait, le truc est de vraiment voir chaque élément comme un cadeau. Même si l'autre sort du contrat de couple dont on a parlé tout à l'heure, il nous offre à nous l'opportunité de préciser encore plus ce qu'est cette quête de l'amour. Et quand elle me dépose une expérience d'un rêve comme ça, ou quand moi je lui dépose autre chose qui pourrait provoquer un travail chez elle, une des premières clés, c'est vraiment de se dire « Waouh, il y a un cadeau », même si je ne peux pas complètement le recevoir un peu, parce qu'à ce moment-là, elle m'offre l'opportunité chez moi d'aller grandir dans mon expérience du masculin, ou à d'autres moments, moi, je peux lui offrir le cadeau de grandir dans son expérience sociale ou dans différentes choses. Et donc, il y a la dimension du cadeau, puis il y a la dimension de parler vraiment, on parlait de cette communication qui était hyper importante. Au niveau de la vulnérabilité, c'est parler chez moi de ce qui se passe et de ce que je sens être au travail, d'essayer d'éviter de projeter sur l'autre avec trop de réactions quelque chose, même si des fois c'est inévitable, mais d'arriver à se mettre dans son énergie de l'hiver, c'est-à-dire, bah, ok, je prends la responsabilité de ce qu'il a, et d'apprendre à prendre conscience quand on n'est pas disponible, et de le nommer, de dire, écoute, je n'ai pas envie d'amener quelque chose qui réagit trop en moi dans le lien ici, de pouvoir prendre du recul par rapport à ça. Et après, en fait, de venir dans une discussion authentique, véritable, qui a une intention commune, c'est-à-dire faire grandir le couple. Et pas qui a raison, parce que le qui a raison, c'est toujours foireux, en fait, ce point-là. Mais vraiment, cette réflexion, OK, on a vécu ça dans cette intensité-là. Comment on va saisir ce cadeau après un petit temps, peut-être, ça s'est organisé en nous, pour faire grandir encore plus la relation et structurer encore plus cette colonne vertébrale qui fait que c'est ancré dans l'amour et en même temps dans la source et dans le concret, quoi. Yes. Il y a cette en fait question que tu as citée et qui m'a touché en fait tout à l'heure. Bon, la communication semble évidemment importante au sein de chaque couple, mais tu as nommé quelque chose qui me paraît important, c'est la façon de communiquer. Et voilà, je trouve ça intéressant parce que finalement communiquer, dire les choses, etc. Mais oui, quand, comment, la façon de communiquer. Ouais. Quelle serait d'ailleurs pour vous la clé ultime, en fait, j'ai envie de dire, dans la façon de communiquer, en fait, appropriée, justement, pour permettre. C'est un des ciments que je nommais tout à l'heure par rapport au voice dialogue. Ça nous a vraiment. Bon, Guillaume avait d'autres approches. Il a aussi étudié le couple au travers de la PNL ou différentes approches. Mais en fait, c'est pour ça que quand tu as posé cette question, Jaya, sur c'est la faute de l'autre, j'ai vraiment essayé de trouver un exemple, mais j'en ai pas. Alors oui, on peut être énervé par l'autre, etc. Mais c'est la faute de l'autre, ça ne me revenait pas en tête dernièrement un exemple comme ça. Par contre, être agacé par quelque chose que l'autre fait ou ne fait pas, ça évidemment, ça nous arrive. Mais du coup, oui, pour nous, la clé, c'est souvent le même processus que les rêves, d'aller voir quelle part de soi s'exprime au travers de l'autre et avec laquelle on a du mal, en fait. Et du coup,
c'est vraiment le processus du voice dialogue qui parle des différentes parts en soi. Et donc, sur le moment, on est agacé, on est énervé, et arrêté. Alors, il faut un temps de séparation parce que ça ne sert à rien de se rapprocher dans ces moments-là. Mais après coup, on essaye de communiquer à partir de la part en l'autre ou la part qu'on a projetée sur l'autre qui nous pose souci, en fait, et qui est si différente de notre système que ça nous fait réagir. Et tout le processus dans lequel, c'est pour ça qu'on dit que c'est un travail, tout le processus dans lequel on s'aide, Guillaume et moi, au quotidien, c'est à aller mieux, plutôt que de parler de l'autre, d'aller mieux identifier qu'est-ce que ça a éveillé, qu'est-ce qu'on a projeté sur l'autre comme part, et pourquoi est-ce qu'elle est si compliquée à réintégrer. Dans une vie de couple, par exemple, parentale, il y a très vite la question du faire. Qui fait quoi et est-ce que c'est égal? C'est souvent un sujet de conflit. Tu fais plus, je fais moins, tu fais trop, je fais pas assez. Enfin bref, il y a souvent cette question de, est-ce qu'on est égalitaire dans ce qu'on fait, quoi. Et c'est un thème qui revient souvent entre hommes et femmes parce qu'on a des fonctionnements aussi différents. On a une vidéo qu'on adore d'un homme. Un pasteur américain, Mark Gungor. Qui parle de la différence entre le cerveau d'un homme et d'une femme. Et il fait un sketch juste phénoménal sur la femme avec son multitâche qui arrive à faire des liens entre tout et qui est plein de sujets. Et l'homme qui se focalise sur une boîte et qui est sur cette boîte et qui pète un câble quand la femme aborde la boîte, mais en ouvre plein d'autres en même temps. Et ça nous a fait beaucoup de bien parce que, même si c'est cliché et que voilà, peut-être des gens ne seront pas d'accord, nous, ça nous a fait du bien de voir qu'il ne s'agit pas de à quel point l'autre est mieux ou moins bien que nous, mais que c'est deux êtres humains séparés, avec deux visions séparées, différentes, et tout l'intérêt d'être en couple, surtout avec une personne du sexe opposé, c'est de voir qu'en fait, on aimerait que l'autre soit désespérément plus comme nous. Mais en fait, si c'était le cas, ce serait terrible. Et on s'ennuierait à mourir. Et donc, de voir que l'autre, avec toutes ses différences et toutes ces parts qui nous fait réagir, est une opportunité pour nous d'aller réintégrer ça. Et sinon, on ne se mettrait pas en couple. On serait avec on serait les femmes entre nous, ou les hommes, parce que c'est plus facile en soi. On a des instincts quand même qui se ressemblent plus. Mais je crois que cette différence est ce qui nous attire parce que notre âme sait qu'on doit réintégrer des choses et que l'autre tend sa différence à quelque chose à nous amener. C'est tout le processus de tomber amoureux. On tombe amoureux de la différence et puis dès que le conflit arrive, on lui reproche cette différence. Mais donc c'est tout ce travail des ombres et des parts reniées en nous qu'on réintègre, qu'on travaille au quotidien en fait avec Guillaume et dans notre communication. On est très vigilant à éviter le tu au maximum pour le reprendre dans sa responsabilité individuelle. Ok, qu'est-ce que ça touche comme part ou comme peur ou comme mémoire en moi, et comment ensemble on peut avec bienveillance en prendre soin en sachant que c'est là. Cool, merci beaucoup pour vos partages. Oui, merci pour vos témoignages et vos partages. Du coup, cette question. On a une dernière question à vous poser, particulièrement parce que voilà, ce projet-là, comme vous savez, s'inscrit à mettre le couple à l'honneur, et particulièrement aussi, on met donc le couple à l'honneur et le mono-amour, en tout cas aussi à l'honneur. Qu'est-ce qui fait sens pour vous justement de faire le choix du mono-amour dans votre couple? Pourquoi ce choix-là? Intéressant. Au-delà justement voilà, du dogme, il faudrait être en couple, voilà, l'un et l'autre fidèles. C'est bien. Qu'est-ce qui fait que justement ce soit ce choix-là pour vous? C'est intéressant parce que alors, je pense qu'il n'y a pas un mouvement qui est mieux qu'un autre. Je pense que ça doit être précisé par ce fameux contrat de couple dont je parlais tout à l'heure. C'est vraiment un mouvement d'expérience à vivre. Mes croyances et ma vision, en tout cas de l'expérience du couple, m'amèneraient à dire que la contrainte en apparence du mono-amour permet, selon mon expérience,
d'atteindre à un moment donné un niveau de rencontre que je n'ai pas l'impression être possible dans un amour plus ouvert. Et c'est un peu le même principe que la liberté. Si je cherche la liberté tout de suite, je vais attirer à moi plein de désirs. Par contre, si je fais l'expérience de la discipline, à un moment donné, je ferai vraiment l'expérience de la vraie liberté. Et je trouve ça assez intéressant dans ce mouvement du mono-amour, c'est si la rencontre est véritablement authentique, la contrainte que peut amener le fait de faire vraiment tout ce travail de fond et de s'offrir à une expérience unique, permet de toucher un niveau, je dirais, sacré, mais qui n'est pas le même niveau sacré que j'ai l'impression qu'il est expérimentable dans des relations plus ouvertes. Bon, s'il y a une chose que j'ai gardée de ma vie de comédienne, c'est cette croyance très très forte que de la contrainte naît la liberté. Et si on nous dit d'aller sur une scène et de jouer quelque chose, c'est un gouffre, c'est impossible, c'est terrifiant. Par contre, si on nous dit d'aller sur scène et nous dire que on est unijambiste, qu'on porte que des vêtements roses et que on est vraiment de mauvaise humeur le matin, tout d'un coup, il y a une créativité incroyable qui peut sortir de ça. Et vraiment de l'art, en fait. Et donc, oui, je pense que même si parfois des parts plus libres ou plus aventureuses ou plus exploratrices pourraient se heurter à cette notion du mono-amour. C'est un mot que j'utilise pas du tout, c'est rigolo. Je crois profondément que si à chaque fois on ramène l'autre à son processus personnel, à ses noces alchimiques, tel que vous les soulignez, il y a un vrai éveil qui est possible, un vrai éveil individuel. Oui. Alors qu'en allant chercher des nourritures ailleurs, ça peut nous aider à prendre conscience de ce qui nous manque, mais aller les consommer ailleurs ou les vivre ailleurs, pour moi, ne fait que retarder la réintégration de ces parts-là, quoi. C'est la permaculture. Hein. Si je prends une fleur et que je la bouge régulièrement d'endroit, elle va grandir des climats qu'elle va prendre, mais elle ne va pas pouvoir croître. Alors que si je l'installe à un endroit, que si je la mets dans une terre, elle va petit à petit, au bout d'un certain temps, rentrer dans un processus de croissance. Idéalement, du coup, c'est d'arriver à réintégrer, comme on disait tout à l'heure, les projections qu'on pourrait avoir à l'extérieur, de les ramener dans la dynamique du couple et de voir comment on peut être partenaire pour les intégrer aussi. Donc, le mono-amour, je vois ça comme une bonne terre à bien organisée. Yes. C'est vraiment intéressant de faire cette comparaison avec justement le cadre et la liberté, en fait. Et évidemment, moi, ça me fait penser en tant que musicien improvisateur aussi, en fait, ben voilà, maximum de contraintes égale maximum de liberté. Et même si au début, improviser en fait dans une grille harmonique avec un cadre, au début, ça peut paraître contraignant. Et en même temps, quelle joie et quel bonheur de pouvoir voilà, déambuler dans cet espace-là qui est quand même bien cadré. Et je trouve que la correspondance, la comparaison avec le choix du mono-amour et en tout cas, elle a du sens pour moi et je la trouve assez pertinente. Merci. Après, c'est que des croyances. Hein. Peut-être demain, on dira l'inverse. Ouais. Mais en tout cas, c'est là où on est dans ce moment-ci. Merci de dire ça aussi, Amala, parce que ça permet vraiment, en tout cas, aussi de... Nous, en tout cas, on a aussi à l'honneur, par rapport à ce projet-là aussi, le mono-amour. Et d'ailleurs, je fais une petite aparté. D'ailleurs, ça sera aussi informatif pour chacun et chacune d'entre vous qui allez regarder ça. Mais ce choix du mono-amour, c'est vrai que ça aurait pu, ce projet-là, s'inscrire pour tout couple. Enfin, je veux dire, dans la forme et la manière de vivre. Et c'est vrai que dans un certain questionnement, donc nous, on a à cœur le mono-amour. On a découvert aussi au fur et à mesure, en fait, ce mot-là. On se dit, mais pourquoi on parle de polyamour? Polyamour, mais en plus, c'est glamour. Et ça fait exotique, ça donne envie, le mot. Et à se dire, mais finalement, c'est monogamie. Monogamie, ça semblait de nom un peu plus lourd. et en fait, le mono-amour est arrivé comme ça. Et en se renseignant, on a vu qu'en fait, c'était utilisé aussi par d'autres, ce mot-là, en fait, mono-amour. Et
Et c'est vrai que par observation, et moi j'arrive de là aussi, où des fois cette difficulté parfois d'assumer ce mono-amour aussi, par rapport justement à l'image de monogamie des fois qui peut avoir cette image un peu lourde, comme si c'était renfermé, fermé, pas ouvert. Et donc du coup, on a trouvé ça pertinent de mettre le mono-amour à l'honneur pour ces 56 couples, pour vous aussi, pour justement, c'est quoi finalement le sens réel de chacun quand ça devient un choix de conscience et de liberté, en fait, par rapport à ça. Ouais, et c'est important pour nous aussi, comme tu rappelais, enfin, en tout cas, comme tu exprimais, en fait, Guillaume, pour nous, il n'y a pas de jugement de valeur, et on pense aussi que d'autres formes d'amour fonctionnent. Voilà, nous, néanmoins, on a choisi cette forme-là, et voilà, et on partage aussi pourquoi, mais ça ne veut pas dire que l'autre est, voilà, mieux, moins bien, il n'y a pas de, voilà, c'est juste. Puis ça dépend aussi de la personne qu'on a en face. Hein. Ouais. Ça dépend du passif de la personne, de ses croyances, de ses besoins. C'est là où on parlait du contrat de couple. Un contrat de couple, c'est pas celui qu'on transporte avec nous jusqu'à son couple suivant. C'est vraiment celui qu'on co-crée, quoi. Donc, j'ai connu des relations qui étaient beaucoup plus ouvertes ou polyamour et qui fonctionnaient pour moi à ce moment-là de ma vie. Mais dans cette relation avec nous, ce que nous sommes et nos valeurs aujourd'hui, ça fait beaucoup de sens. Ouais. Yes. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous et à Amala et Guillaume. Merci pour votre partage, votre témoignage. Merci pour la richesse, en tout cas, de ce que vous nous avez offert et offert donc à tous et toutes. Et merci pour la beauté de votre couple qui rayonne. Exactement. Et on est certain que voilà, il en aidera probablement beaucoup et voilà, on sera un espace ressource en fait pour beaucoup de couples qui vous verront et qui vous écouteront. Et au nom de notre dédication aussi, je ne sais pas comment on traduit ça en français, je ne sais pas si ça se dit, au nom de notre dévouement aussi par rapport au couple. Enfin, on sent vraiment que voilà, c'est important de parler du couple et de partager ce qui fonctionne pour nous. Mais merci aussi parce que c'est vraiment chouette de ne pas se sentir tout seul et de voir tout ce que vous tissez. C'est très beau et très inspirant. Yes. Et juste comme ça, en parenthèse, votre livre, il s'annonce pour quand? Donc l'éditeur a déjà dit oui, par contre on n'a encore rien écrit. Ok, donc il arrive bientôt. Non, c'est pas vrai. Ça fait 2 ans ça fait plus de 2 ans qu'on travaille dessus. On a tout est ensemble, tout est prêt. Il faut juste que maintenant on se mette devant l'ordinateur pour écrire, mais il se tisse depuis plusieurs années. Et puis le moment où on va commencer à écrire, ça va aller, je pense, assez vite. Mais du coup, je pense que 2023. 2023, oui. 2023, oui. 2023, donc, prochainement. En tout cas, vu la richesse de ce que vous nous partagez, je ne doute pas en tout cas de la valeur que vous allez apporter pour chacun et chacune. Merci beaucoup. Merci Amala Guillaume. On vous dit à très bientôt. Merci pour cette interview et à bientôt. Bye bye. À bientôt. Au revoir.